Chère belle âme, en ce début d'année, selon le calendrier grégorien bien entendu, je te souhaite la bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Murmure de sorcière. Si tu arrives vers moi et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Corinne Deleneur et je suis une sorcière qui aime les mots, une sorcière qui aime les émotions, une sorcière qui aime également le chaos, la puissance, mais aussi la sagesse. Et bien évidemment, une sorcière qui traverse les voiles des mondes. Murmure de sorcière, c'est un podcast, bien évidemment, mais c'est également un cercle sacré à destination de la femme spirituelle, de la femme sorcière. Un cercle où chaque mot est une clé, chaque silence une porte, et chaque épisode une invitation à explorer les profondeurs de ton être. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un voyage initiatique qui tout au long de l'année 2025 te mènera à travers tes ombres et ta lumière et vers la révélation de la femme sorcière qui sommeille en toi. Mais avant de franchir les premières étapes de ce chemin, il est essentiel de poser les bases. Qui est la sorcière ? Pourquoi cet archétype traverse-t-il les âges et revient-il aujourd'hui avec une telle intensité ? Et surtout, comment son héritage parfois douloureux peut-il être transmuté en une force alchimique pour te guider dans ta propre transformation ? À présent, pour bien débuter le voyage, je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux et imagine-toi dans un cercle de femmes formé à travers le temps et l'espace. Certaines portent des robes anciennes, d'autres des vêtements modernes, mais toutes sont liées par une même énergie. Elles murmurent des vérités et des fragments de savoir oubliés. Et toi, tu te tiens parmi elles. Dans leurs yeux, une invitation. Te souvenir de qui tu es. Et cet épisode est une clé pour ouvrir cette mémoire. Prête ? On embarque. Pour commencer cet épisode, j'ai envie de te parler de la sorcière à travers les âges, comme une figure universelle. Finalement, quelles sont les origines de la sorcière dans les cultures anciennes ? Car elle a traversé les âges, les continents, les cultures, tissant un fil sacré qui relie l'humanité à ses racines spirituelles et naturelles. Avant que le mot sorcière ne devienne un symbole de peur ou de persécution, il incarnait un titre de respect, une reconnaissance de la sagesse profonde. La sorcière, dans son essence, était celle qui savait. Elle savait lire les signes dans le vent, comprendre le langage des étoiles et murmurer aux esprits de la nature. Elle était une gardienne des cycles de la vie, une alchimiste de l'âme et du cosmos, une passeuse entre les mondes visibles et invisibles. La sorcière était également une gardienne des mystères. D'ailleurs, dans les premières civilisations humaines, la sorcière, dans son archétype et son essence, n'était pas une marginale. Elle était au cœur de la communauté. On la consultait pour guérir les maux du corps et de l'esprit, pour interpréter les rêves, ou pour accompagner les transitions de vie, la naissance, la mort et les changements d'état d'âme. Elle incarnait une connexion perdue, mais essentielle entre l'humanité et le divin. Elle était la médiatrice entre les mondes. La sorcière n'était pas qu'une figure terrestre. Elle naviguait entre les réalités, le matériel et le spirituel, l'ombre et la lumière, la vie et la mort. Dans chaque culture, elle portait différents noms, mais son rôle était universel. Elle faisait le lien entre les hommes et les forces cosmiques, mystiques qui les dépassent. Mais la sorcière était également une gardienne de la nature. Elle savait que tout dans la nature est sacré. Les plantes, les pierres, les rivières, les étoiles étaient ses alliés.
Elle comprenait que chaque élément porte une énergie et une sagesse, et elle utilisait ses connaissances pour guérir et guider. La sorcière n'était pas une figure isolée, elle était la connexion vivante entre l'homme et l'univers. En elle résidait la mémoire des rythmes des saisons et des lois invisibles qui gouvernent le monde. Dans les civilisations anciennes, la sorcière était d'abord une prêtresse, une guérisseuse ou une prophétesse, et son rôle était essentiel au bien-être collectif. La sorcière était également vue comme une figure lunaire. Mais oui, la lune, avec ses phases changeantes, était souvent associée à la sorcière. Elle reflétait la nature cyclique de la vie, et la sorcière utilisait ces phases pour guider ses pratiques, reliant la croissance personnelle au rythme universel. Elle était une initiatrice, car elle accompagnait les individus dans leur propre cycle. Initiation à l'âge adulte, passage vers la parentalité ou acceptation de la mort. En cela, elle incarnait la sagesse et la transformation. Elle était une alchimiste de l'âme et du cosmos. Elle transformait tout ce qu'elle touchait. Elle n'était pas une magicienne dans le sens d'une illusionniste, mais une alchimiste qui comprenait les lois universelles. Elle voyait les blessures comme des portails, le chaos comme une matière première, et la vie comme une danse entre ombre et lumière. La sorcière maîtrisait l'art de la transmutation. Elle ne fouillait pas devant les défis, au contraire. Elle plongeait dans les épreuves pour y extraire des trésors. Les plantes vénéneuses devenaient des remèdes, les peurs des forces de transformation et les ombres des sources de lumière. Et puis, elle était un réel miroir pour la communauté. Par sa présence et ses actes, la sorcière rappelait aux autres que chacun possède un potentiel de transformation et elle les guidait pour qu'ils retrouvent leur propre pouvoir. Et finalement, après des milliers d'années, il y a une vérité qui est universelle, c'est que l'archétype et l'énergie de la sorcière est toujours présent. Et pourquoi est-il universel ? Parce qu'il répond à des questions fondamentales. Comment naviguer dans les mystères de la vie ? Comment trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel ? Et comment accepter et transformer nos ombres ? Dans chaque époque et dans chaque culture, la sorcière a été un guide pour ces explorations. Mais plus encore, elle est un miroir de nos propres capacités et de nos potentiels oubliés. La femme sorcière n'est pas qu'un personnage de mythe. Elle est une énergie vivante qui traverse les âges. Elle est en toi, dans ta connexion à la nature, dans ta quête de sens et dans ta capacité à transformer ta vie. En t'ouvrant à cet archétype un petit peu plus, tu te reconnectes à une vérité ancienne mais toujours actuelle, celle de la magie et de la sagesse qui sommeille en toi. Et à présent, je te propose de faire un petit tour du monde, des âges et des civilisations, et un peu voir comment cet archétype a traversé toutes les époques jusqu'à présent. On commence par la Mésopotamie, les prêtresses des étoiles et des dieux. Dans cette contrée, les prêtresses étaient les gardiennes des liens entre le ciel et la terre. Elles lisaient les étoiles, interprétaient les rêves et présidaient les rituels sacrés. Elles étaient à la fois des astrologues, des guérisseuses, des conseillères spirituelles. À cette époque, leur savoir était considéré comme un trésor. Elles incarnaient une sagesse qui dépassait le simple humain, reliant le visible et l'invisible. Ensuite, on passe à l'époque de l'Égypte ancienne. Les prêtresses étaient les gardiennes de la magie et de la guérison. Les prêtresses d'Isis, par exemple, étaient initiées au rituel de renaissance et de transformation. Elles travaillaient avec des incantations, des herbes et des symboles sacrés pour équilibrer les forces de la vie et de la mort. Les prêtresses d'Hathor, quant à elles, étaient protectrices de l'art, de la joie et de l'amour, utilisant la musique et la danse comme des outils de guérison et de connexion spirituelle. Et puis, quelque part dans cette époque, il y avait Hypatie d'Alexandrie, un petit peu ultérieure. C'était une philosophe et savante qui incarnait l'esprit de la sagesse féminine, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. Maintenant,
Je vous invite à voyager jusqu'en Inde, à la période de l'Inde ancienne. Les ascètes féminines incarnaient une forme unique de pouvoir spirituel. Elles étaient considérées comme des détentrices de savoirs mystiques, souvent initiées aux pratiques tantriques et aux secrets des énergies subtiles. Ces femmes, bien que parfois marginalisées, portaient une autorité spirituelle qui influençait les rois, les érudits et les communautés. Ensuite, on revient tout doucement vers l'Europe, en Grèce et à Rome. Et là, dans les civilisations gréco-romaines, les sorcières et les prophétesses jouaient un rôle clé dans la société. La Pythie de Delphes, par exemple, était la voix d'Apollon, transmettant des prophéties aux rois et aux héros. Les figures comme Circé ou Médée, bien qu'ambivalentes dans la mythologie, étaient des symboles de femmes puissantes, capables de manipuler les forces de la nature pour guérir ou transformer. Ensuite, un peu plus connues chez les Celtes, les druidesses et les gardiennes des forêts. Elles étaient les gardiennes des savoirs anciens, connectés au cycle lunaire, aux étoiles et aux forêts. Elles comprenaient le langage des plantes, des arbres et les flux énergétiques de la Terre. D'ailleurs, ces femmes incarnaient une sagesse intuitive et cosmique, étant à la fois guérisseuses, enseignantes ou prophétesses. Ensuite, passons à l'Afrique. Les mères de la Terre et les femmes chamanes. En Afrique, les femmes chamanes et les matriarches des tribus étaient considérées comme les gardiennes des esprits de la nature. Elles communiquaient avec les ancêtres, pratiquaient des rituels pour appeler la pluie ou guérir les malades, et servaient de médiatrices entre les vivants et les morts. Leur rôle était central dans le maintien de l'harmonie communautaire et écologique. D'ailleurs, qui n'a pas entendu une histoire au sujet de Makeda? Makeda, connue comme la reine de Saba. Elle était souvent associée à des pratiques mystiques et oraculaires. Le saviez-vous? Maintenant, on traverse l'océan et les âges, et on passe à l'Amérique précolombienne. Les femmes médecines. Chez les peuples indigènes d'Amérique, les femmes médecines jouent un rôle essentiel dans la spiritualité et la guérison. Elles travaillent avec des plantes sacrées, interprétaient les signes de la nature et guidaient leur communauté à travers des cérémonies de purification et de connexion au grand esprit. Ces femmes étaient profondément respectées pour leur sagesse et leur pouvoir. En parlant des femmes médecines, on en trouve également en Sibérie et en Mongolie. Elles étaient plus communément, et le sont d'ailleurs toujours, appelées des chamanes. Elles étaient des ponts entre les mondes. Elles utilisaient des tambours, des danses, des transes pour communiquer avec les esprits et apporter guérison et guidance. Elles étaient les protectrices des âmes et des énergies de la communauté. Comme vous l'aurez constaté, dans toutes ces cultures et à travers les âges, la sorcière, sous ses nombreux noms, n'était pas une marginale. Elle était une figure centrale, un guide spirituel, une guérisseuse et une médiatrice entre l'humain et le sacré. Dans ces temps anciens, on ne craignait pas la femme sorcière, on venait à elle et elle incarnait une vérité profonde, celle de l'interconnexion entre l'âme, la nature et le cosmos. Maintenant que nous avons terminé ce petit tour des âges et des civilisations, on va bien évidemment parler de la deuxième phase, la phase de la chute, ou comment la femme sorcière est passée de la vénération à la persécution. La figure de la sorcière qui était autrefois honorée comme une gardienne des savoirs et une passeuse entre les mondes a basculé dans l'ombre lorsque les structures patriarcales et religieuses, surtout, ont consolidé leur emprise, ce qui avait été sacré, son intuition, sa connexion, ses capacités, a soudainement été diabolisé. Mais pourquoi ? Pourquoi cette femme libre, intuitive et créative est-elle devenue une menace ? Le basculement entre vénération vers la persécution ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Le basculement pour la lutte pour le contrôle et la montée des dogmes rigides, voilà la connexion.
Avec l'émergence des religions monothéistes et l'instauration des dogmes plus rigides, la sorcière qui incarnait la connexion directe entre le divin et la nature est devenue une anomalie. Elle représentait une spiritualité libre, non contrôlée par les institutions. Sa pratique, elle était intuitive, elle était personnelle et profondément connectée au rythme de la vie, ce qui entrait en conflit direct avec les structures cherchant à centraliser et uniformiser le pouvoir spirituel. Alors, les rituels païens, les connaissances en herboristerie, en astrologie, et même les pratiques de divination sont devenus des actes de sorcellerie et surtout des menaces pour l'ordre alors établi. Ce n'était pas tant la magie qui inquiétait, mais surtout l'autonomie qu'elle symbolisait. Et la femme libre est devenue une figure menaçante. Elle semblait ne pas se soumettre aux conventions sociales et sociétales. Elle n'avait pas toujours de mari, elle possédait parfois des terres, et elle maîtrisait des savoirs que beaucoup ne comprenaient pas. Cette indépendance dans une société qui s'était mise à valoriser la conformité et la soumission féminine était perçue comme une véritable rébellion. Alors, on a commencé à reprocher à la femme sorcière son refus de se conformer au rôle imposé, ses connaissances qui échappaient aux structures dominantes, et surtout son pouvoir non soumis, que ce soit à une autorité masculine ou religieuse. Alors finalement, on peut se dire que ce n'était pas la sorcellerie que le patriarcat ou la religion craignait, mais bien ce qu'elle représentait. Une énergie souveraine, connectée à sa propre vérité, et surtout libre de toute domination extérieure. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'archétype et à l'énergie de la femme sorcière, vous savez qu'en termes de persécution, ah là là, les chasses aux sorcières, ça a été vraiment une période, ou des périodes, de répercussions à très très grande échelle. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, les chasses aux sorcières ont balayé l'Europe, mais aussi l'Amérique coloniale, laissant dans leur sillage des milliers de vies brisées. Ce n'était pas seulement une chasse contre des individus, mais une tentative de supprimer une énergie collective et une force qui refusait d'être contrôlée. En termes de chiffres, on estime qu'entre 40 000 à 60 000 femmes, et parfois des hommes également, ont été exécutés au nom de la sorcellerie, bien que les accusations aient souvent peu de fondement. D'ailleurs, les procès étaient souvent motivés par des jalousies, des querelles locales ou des besoins politiques et économiques. En ce qui concerne les méthodes, les accusés étaient souvent soumis à des tortures cruelles pour confesser, de préférence en public, et ces aveux étaient ensuite utilisés pour condamner d'autres femmes, créant une spirale infernale de peur et de méfiance au sein des communautés. Les femmes accusées de sorcellerie étaient rarement des figures maléfiques. Elles étaient souvent des guérisseuses, des sages-femmes ou des femmes marginalisées pour leur indépendance ou leur singularité. La chasse aux sorcières a été jusqu'à la persécution des femmes seules. Quand je parle de femmes seules, je parle de veuves, de femmes sans enfants ou celles qui vivaient à l'écart de la société. Elles étaient particulièrement vulnérables et leur isolement les rendait des cibles trop faciles. Donc on peut dire que la société a commis une tentative d'éradiquer une énergie féminine. Alors bien évidemment, c'est un trauma collectif. Ces persécutions ont laissé une empreinte durable sur les générations futures, donc sur nous. Les femmes ont appris à se taire, à minimiser leurs capacités, à se conformer pour suivre. Et cette mémoire transgénérationnelle continue de se manifester aujourd'hui dans la peur de se montrer tout simplement, de se montrer pleinement et d'assumer sa sagesse et sa puissance. Mais je porte une croyance remplie d'espoir. C'est que l'énergie de la sorcière, elle ne peut pas être détruite. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je me tiens ici, à vos côtés,
et je suis une sorcière. J'incarne pleinement cette énergie. Je porte la croyance que la véritable puissance, elle vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette puissance, même si elle a été réprimée, même à l'intérieur de moi, elle n'a jamais été détruite. Elle sommeille dans ma lignée, dans mes rêves et dans les murmures de celles qui osent se souvenir. Alors oui, la chasse aux sorcières n'a pas seulement tenté d'effacer des vies, elle a cherché à éteindre une flamme, mais cette flamme, elle ne s'éteint pas. Aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, elle brûle à nouveau, dans chaque femme qui choisit de se reconnecter à la magie, à sa vérité et à sa lumière. Alors aujourd'hui, c'est sûr, la blessure de la sorcière, cet héritage transgénérationnel, cette mémoire inscrite dans les lignées, il est invisible mais tangible et il s'inscrit dans les corps et les esprits des femmes, comme une onde de peur et de douleur. Et il ne s'agit pas seulement d'un trauma individuel, mais vraiment dans les racines de l'énergie féminine. Cette peur, elle est souvent diffuse, elle est difficile à nommer. Ça peut être une peur d'être vue, une peur d'être authentique, de rayonner pleinement dans un monde qui, à travers les âges, a puni la différence, la liberté, la puissance des femmes. Et cette blessure de la sorcière, ou ces blessures, elles prennent différentes formes, chacune étant un écho des souffrances passées. D'ailleurs, je vous reviendrai avec un épisode de podcast complet qui sera dédié à la blessure de la sorcière, car mon grand cheval de bataille, c'est de pouvoir œuvrer collectivement pour sa libération. Vous savez, ce sont un peu ces peurs ou ces blessures qui semblent ne pas nous appartenir entièrement, par exemple. D'ailleurs, j'aimerais aussi mentionner que la blessure de la sorcière, elle peut toucher tous les genres. Bien que cette blessure, elle soit particulièrement visible chez les femmes, elle affecte indirectement également les hommes et toutes les personnes en quête d'équilibre entre leurs énergies féminines et masculines. Pour les hommes, l'héritage patriarcal les pousse à rejeter leur intuition, leur sensibilité, leur connexion à la nature, les privant ainsi d'une partie essentielle de leur humanité. Et pour la société dans son ensemble, cette blessure a créé un déséquilibre global qui nous a coupé des rythmes naturels, des cycles et de la sagesse intuitive nécessaire à la survie, par exemple, et à l'harmonie. Et après ce voyage au travers des âges et des civilisations, de comment la femme sorcière est passée, de la vénération à la persécution, comment la blessure collective transparaît. J'ai envie de parler de la renaissance de cette énergie et pourquoi la sorcière, son énergie revient-elle aussi fort aujourd'hui. Alors c'est un fait. Nous vivons dans une époque de chaos, de rupture, mais de transformation profonde. Les certitudes d'hier s'effondrent, laissant place à un besoin urgent de revenir à des vérités fondamentales. Et dans ce contexte, la figure de la sorcière revient comme un archétype puissant et une réponse au déséquilibre et à l'appel de l'authenticité. Il y a un besoin de connexion, car beaucoup ont ressenti une déconnexion, surtout pendant la période que nous avons vécue avec le Covid, qui a vraiment mis le monde à l'arrêt et qui a permis à certaines personnes de sortir de leur train-train quotidien et de revenir à l'essentiel. On a besoin, ou les gens ont besoin d'une connexion avec la nature, avec leur propre essence, avec les cycles de la vie, car la sorcière, dans son archétype, elle représente une reconnexion. Elle incarne un retour à la terre, aux étoiles, mais surtout à soi-même. C'est un appel à l'équilibre. Le patriarcat, les dogmes rigides et l'obsession du contrôle, ça a laissé des blessures profondes. Et la sorcière moderne, elle offre un équilibre entre l'action
et l'intuition, entre la force et la vulnérabilité, et entre le matériel et le spirituel. Mais c'est également une révolte actuellement silencieuse. C'est pour ça d'ailleurs que la première saison de ce podcast s'appelle Murmure de sorcière. Mais il n'est pas impossible que la saison prochaine, on change de nom. Incarner l'énergie de la sorcière moderne, c'est refuser de se conformer à des attentes sociétales qui nous étouffent. C'est choisir une vie alignée avec sa vérité, mais ça demande un certain courage. C'est une révolution intime, mais profondément transformatrice. D'ailleurs, en parlant de la sorcière moderne, on peut dire qu'elle n'a pas qu'un seul visage. Elle est multiple, elle est fluide et unique à chaque femme. Elle n'est pas une caricature ou un archétype figé, non, mais une essence vivante qui se manifeste de différentes façons. La guérisseuse, celle qui soigne pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Elle ne travaille pas uniquement avec des plantes ou des rituels, elle guérit, ou elle active la guérison par sa simple présence, par sa capacité à écouter, par son énergie qui apaise et transforme. Elle peut être thérapeute, artiste, enseignante ou simplement une amie dont la lumière éclaire les ombres des autres. Elle est l'alchimiste, celle qui transforme ses épreuves en force et ses blessures en sagesse. Elle voit les défis non pas comme des ennemis, mais comme des matières premières pour sa magie. Chaque douleur devient une opportunité de croissance, chaque épreuve un enseignement précieux. Elle est celle qui marche avec courage dans l'ombre pour en ramener la lumière. Et puis, elle est la visionnaire, celle qui voit au-delà des apparences, guidée par son intuition et sa connexion au divin. Elle n'a pas besoin de preuves tangibles, en fait, elle sait. Elle est celle qui sent les changements avant qu'ils ne surviennent, qui guide les autres vers de nouvelles possibilités, des prises de conscience, et sa sagesse vient de son ouverture à l'invisible et à sa capacité à rêver un monde meilleur. Et puis elle ne fouille pas les cycles, elle les honore, elle les incarne et les utilise comme un guide. Elle sait qu'il y a un temps pour semer, elle sait qu'il y a un temps pour attendre, un temps pour récolter, un temps pour se ressourcer, un temps pour disparaître et renaître. Elle accepte les saisons de sa vie, les phases de la lune et les vagues de ses émotions comme des alliés. Et ce qui est puissant, c'est que la sorcière moderne, elle ne marche pas seule. Alors bien qu'elle honore sa souveraineté, elle sait que sa force réside aussi dans le cercle, dans sa communauté. Et oui, les sorcières d'aujourd'hui forment des réseaux, des cercles, des covens sacrés où la magie collective s'éveille. Que ce soit en ligne, dans des groupes spirituels ou à travers des communautés locales, les femmes se rassemblent pour partager leurs pratiques, soutenir leurs quêtes et célébrer surtout leur transformation. Et chaque femme qui réveille la sorcière en elle ajoute sa lumière à une force collective qui transforme le monde. Je pense souvent à cette image de plein de petites lucioles qui commencent à briller dans le ciel. C'est tellement beau. Et bien du coup, je voulais te dire que la sorcière moderne que tu es, c'est pas juste un costume que tu portes, c'est pas un rôle à jouer, c'est pas un simple mot à adopter. C'est une naissance, c'est une invitation à incarner ta vérité, à embrasser ta magie et à marcher dans le monde avec puissance et authenticité. Alors, une petite question, des petites questions à méditer. Quel visage de la sorcière moderne vis-tu aujourd'hui ? Es-tu une guérisseuse, une alchimiste, une visionnaire ou un mélange unique de tout cela ? Et comment choisis-tu d'incarner cette énergie dans ta vie quotidienne ? Et puis, n'écoute pas ces messages qui disent que tu n'es pas nécessairement une sorcière, parce que nous le sommes toutes, d'une manière ou d'une autre, des sorcières. Chaque femme porte en elle la capacité de guérir, de transformer et de voir au-delà des apparences. Alors aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de ta lumière. Oseras-tu l'incarner ? La sorcière, elle vit en toi.
Elle murmure à travers tes rêves, tes intuitions, et ces moments où tu ressens l'appel à être plus aligné à ta vérité, même si tu ne sais pas nécessairement par où commencer. J'aimerais aller maintenant un petit peu plus loin avec toi, et j'aimerais que tu puisses prendre un moment pour te poser et réfléchir. Quand as-tu ressenti cet appel pour la première fois ? Quelle part de toi as-tu encore peur de montrer ? Et si tu laissais ta lumière briller, qu'est-ce que tu pourrais accomplir ? Et voilà, d'un claquement de mots, ça fait plus de 30 minutes que je partage ces choses avec vous et ça m'a semblé une fraction du temps à l'échelle de l'univers. Comme je vous l'avais promis, ce voyage, c'est un petit pas vers un acte de renaissance. C'est pas une simple exploration, c'est un acte de mémoire, de guérison et de transformation. Et la sorcière que tu es attend d'être réveillée. Et je suis persuadée qu'ensemble, nous marcherons dans les ombres et la lumière et nous honorerons cet archétype intemporel. Et comme je le disais il y a quelques minutes, la communauté est vraiment très importante et c'est pourquoi j'ai créé sur Facebook, oui j'ai 45 ans et j'utilise encore ce réseau, j'ai créé un groupe qui s'appelle Murmure de sorcières, le podcast, et c'est une invitation à rejoindre ce cercle sacré où on pourra discuter de cet épisode, de ce que ça a généré en toi, de cette envie que tu as d'aller peut-être plus loin, ou si tu as des questions, des prises de conscience qui sont arrivées. Je ne suis pas que l'animatrice, l'hôte de ce podcast. Je suis une sorcière qui a vraiment envie d'accompagner et de guider. Et le groupe a été créé dans cette énergie de rassemblement collectif. J'espère que cet épisode, ce petit acte, t'a plu. Et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Murmure de sorcière. Je te dis à tout bientôt. Sincèrement dévouée, ta sorcière, Corinne.